La Tour de Londres est le symbole de l'autorité royale britannique. Durant près d'un millénaire, elle a accueilli rois, reines et joyaux de la couronne. Elle a successivement fait office de forteresse, de palais et de prison, et figure parmi les sites historiques les plus étudiés et documentés au monde. Pourtant, des archéologues y ont mis au jour des restes humains troublants, enfouis à seulement 3 mètres sous le passage. À qui appartiennent-ils? Et comment ont-ils pu rester cachés si longtemps? La Tour de Londres se dresse sur la Tamise, au cœur de la capitale. Véritable château médiéval, elle se distingue par ses épaisses murailles de pierre bien conservées, ses portes fortifiées et ses tours de guet dignes du cinéma. Elle fut édifiée il y a près de 1000 ans, lorsque Guillaume le Conquérant s'empara de l'Angleterre. Il lui fallait une forteresse pour asseoir son autorité sur la ville et imposer un message clair. Un nouveau souverain règne et l'ordre doit être respecté. L'ensemble du complexe couvre 73 000 m², soit une superficie comparable à celle du domaine de la Maison Blanche. Les joyaux de la couronne y sont encore conservés et exposés sous haute surveillance. Pendant des siècles, la citadelle servit aussi de prison de haute sécurité, accueillant des détenus de premier plan. Toutefois, elle ne se limita pas à enfermer des gens. Elle abrita également une ménagerie royale peuplée de lions, d'éléphants et de léopards. Le roi de Norvège alla jusqu'à offrir un ours polaire, autorisé à nager dans la Tamise, attaché à une longue laisse, pour y pêcher. Parmi les principales attractions figure la Tour Blanche, imposant donjon de pierre culminant à environ 27 mètres, qui demeura durant des siècles le plus haut édifice de Londres. Les souverains faisaient blanchir ces pierres afin qu'elles resplendissent, la transformant en un repère éclatant dominant la ville sombre et boueuse. Un autre lieu incontournable est la chapelle de Saint-Pierre-aux-Liens, église historique de la Tour, qui servit de sépulture à la fois pour des prisonniers illustres et des aristocrates. C'est précisément à l'extérieur de cette chapelle que les archéologues ont effectué une découverte glaçante. L'affaire débute en 2019, lorsqu'un contrôle de routine met au jour 2 sépultures. En 2025, lors de nouvelles fouilles, la situation prend une tournure bien plus troublante. Plus d'une vingtaine de squelettes apparaissent, entassés et mêlés à des fragments plus anciens, preuve que le site a été utilisé à maintes reprises. Ces tombes couvrent une longue période, du XIIIe au XVIIe siècle, ce qui exclut l'hypothèse d'un événement unique. Il s'agirait plutôt d'un lieu réutilisé de manière récurrente dans le Londres médiéval. Un ensemble retient particulièrement l'attention. Un groupe d'au moins 6 individus datant du XIVe siècle, dont la disposition désordonnée contraste avec les autres. Cette datation coïncide avec l'époque de la peste noire à Londres, suggérant un possible lien, même si les chercheurs restent prudents quant à leurs conclusions. À l'inverse, certaines sépultures ne présentent aucun signe de précipitation et témoignent même d'un certain coût. Plusieurs individus furent inhumés dans des cercueils. Dans un cas, le bois s'est entièrement décomposé, laissant dans l'argile l'empreinte nette d'un cercueil, comme une ombre figée. Selon le rapport, cette trace aurait contenu un individu jeune, enterré au XIIIe siècle. La chapelle elle-même apporte des indices. L'édifice actuel correspond en réalité à la version la plus récente construite à cet emplacement. Il est probable que 3 ou 4 chapelles plus anciennes s'y soient succédées. Et les fouilles ont d'ailleurs révélé, en profondeur, des murs disparus, ainsi qu'un ancien niveau de sol. Que peut-on encore apprendre de ces individus? C'est ici que la science intervient. Les chercheurs analysent les dents, qui se forment durant l'enfance et conservent des signatures chimiques liées à l'eau bue et à l'alimentation. Elles constituent ainsi une archive durable du lieu de croissance. L'équipe s'est penchée sur 2 squelettes en particulier. Le premier semble appartenir à un individu aisé. Les analyses suggèrent une enfance au pays de Galles, suivie de plusieurs déplacements, ainsi qu'un régime riche en sucre, luxe notable à l'époque. Le second présente un profil tout différent. Ses os révèlent un stress chronique et une enfance nettement plus éprouvante. Ces 2 personnes occupaient donc des positions opposées dans la hiérarchie sociale, l'une privilégiée, l'autre beaucoup moins. Pourtant, leurs restes ont fini par se côtoyer, réunis des siècles plus tard par la découverte archéologique. Chaque année, des millions de visiteurs arpentent la Tour de Londres. Ils y prennent des photographies et parcourent les lieux sans se douter qu'ils marchent peut-être au-dessus de vastes sépultures. Cela soulève une question évidente.
Si un site aussi célèbre peut dissimuler d'anciens cimetières, combien d'autres endroits recèlent encore de tels secrets? La tour est loin d'être le seul monument à en abriter. En 2019, l'incendie de Notre-Dame de Paris a entraîné un vaste chantier de reconstruction. Ces travaux ont conduit à soulever certaines parties du sol, révélant un secret saisissant. Plusieurs tombes abritant 2 sarcophages en plomb à forme humaine, scellés comme des capsules temporelles. À l'intérieur, des éléments étonnamment préservés ont été découverts, tels que des tissus, des cheveux et même des feuilles déposées sur la tête. Ces indices suggèrent un statut élevé. Contre toute attente, les chercheurs ont pu identifier l'un des défunts comme étant Antoine de la Porte, dignitaire ecclésiastique décédé en 1710. Le second cercueil a donné lieu à une véritable enquête. Surnommé le Cavalier, en raison des traces laissées sur ses os par une pratique prolongée de l'équitation, cet individu pourrait, selon des analyses récentes, correspondre à Joachim du Bellay, poète renommé du XVIe siècle. Nous avons donc des tombes dissimulées à Londres et à Paris. Ce qui reste compréhensible, ce sont des villes anciennes et densément peuplées, habitées depuis des siècles. Mais un lieu sur Terre n'était pas censé livrer de pareilles histoires. L'Antarctique. Presque le bout du monde, sans présence humaine à des centaines de kilomètres. Pourtant, en 1985, un scientifique chilien y a découvert des restes humains sur une plage sans glace de l'île Livingstone, aujourd'hui appelée Yamana Beach. Un crâne humain en Antarctique paraît déjà improbable, mais les datations rendent la découverte encore plus troublante. L'analyse des restes indique une jeune femme d'environ 21 ans, probablement originaire des canaux patagoniens. Sa mort remonte au début de l'ère de la chasse aux phoques, entre 1819 et 1825, soit les tout premiers temps de présence humaine dans cette région. Une question s'impose alors, comment une jeune femme a-t-elle pu se retrouver dans un environnement si isolé ? Une hypothèse suggère qu'elle aurait accompagné les premiers chasseurs de phoques, comme guide ou membre d'équipage. Le chercheur initial a même avancé qu'elle aurait pu être abandonnée sur place pour des raisons obscures. De plus, le site de découverte est connu pour avoir été fréquenté par des chasseurs de phoques au début du XIXe siècle. Les éléments concordent partiellement, sans permettre d'établir une explication certaine. L'affaire devient plus étrange encore. En 1985, seul son crâne a été découvert. Par la suite, des chercheurs sont revenus dans la zone et ont mis au jour d'autres ossements humains. En 1988 puis en 1993, 2 fémurs ont été retrouvés près du site initial. La question est évidente. Ces os appartenaient-ils à la même personne ou à plusieurs individus? Les chercheurs prévoyaient d'utiliser l'ADN pour vérifier si les fémurs correspondaient au crâne. Si ces 3 sites démontrent une chose, c'est que des découvertes peuvent surgir partout. Mais le plus fascinant reste d'imaginer les prochaines étapes. Nous entrons dans une période où la technologie pourrait donner à l'histoire un aspect presque immersif. Songez aux possibilités offertes par les données collectées. Il est déjà possible d'extraire l'ADN d'une dent pour déterminer l'alimentation ou le lieu d'enfance d'un individu. Peut-être qu'un jour, ce code biologique permettra, grâce à l'intelligence artificielle, de reconstituer entièrement une personne. On pourrait alors obtenir un humain numérique fidèle, avec la couleur des yeux, la texture de peau et même les cicatrices. Ensuite, ces données peuvent être associées à l'environnement. La numérisation laser permet de cartographier avec précision les fondations enfouies. En les intégrant à un moteur physique, il devient possible de reconstruire des structures disparues depuis des siècles. Ainsi, au cours de notre vie, visiter la Tour de Londres ne se limiterait plus à son état actuel. Vous pourriez enfiler un casque et pénétrer dans la chapelle telle qu'elle apparaissait en 1448, vous retrouvant face à l'histoire, sans la puanteur de l'époque ni le risque d'attraper la peste.